En parlant d'une ville d'Orient, jadis de grand renom et aujourd'hui oubliée, un auteur a écrit « Des villes célèbres sous différents aspects sont devenues dans la suite des siècles de simples bourgades, et leurs habitants ignorent l'importance qu'a pu avoir leur cité. » Ces lignes semblent avoir été écrites pour Chantosso. Un événement qui se produisit aux heures de gloire de Châteauceaux fit naître une légende obscure. Un moine réapparaîtrait près d'un châtaignier dans les ruines de la cité médiévale. Cette mystérieuse apparition serait une punition pour celui-ci. Pourquoi ce moine réapparaît-il? Quel événement se cache derrière cette légende? Laissez-moi vous conter les grandeurs de Châteauceaux et découvrez toute sa tragédie. Waouh, c'est bien ici. La montée est dure, mais ça vaut le coup. Hé, attendez! De toute façon, on t'avait dit de prendre juste de quoi faire une balade. Je pense que c'était un château, mais tout est détruit. Bah viens, on va voir. Mais qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Je l'ai peut-être découverte, mais c'est pas moi qui vais le premier. Descendez pas! De toute façon, c'est fermé! Attends, je vais regarder de plus près. Maintenant, t'as peur de te retrouver derrière. Hein. De toute façon, il y a une grille. C'est pas une petite grotte qui va me faire peur. Il m'en faudrait bien plus. Bah, quoi? Qu'est-ce que... Ah! Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Mais rien, en se promenant, on est tombé sur cette grotte. Cette cave. Hein? Une cave? Oui, une cave voûtée. Et c'est là qu'on faisait la cuisine. Elle fonctionne plus? Bah, pas vraiment. Il y aurait beaucoup de travaux à faire. Et vous, qui êtes-vous? Que faites-vous ici?
Moi... À part que vous êtes un moine, vu vos habits. Bien, bah écoute, si tu fais les réponses à ma place... C'est vrai ça, t'es pas possible. Et ça fait longtemps que le château est comme ça? Très. C'est une longue histoire. Voulez-vous que je vous la raconte? Moi je suis partante. Les gars? Ok, c'est parti. Alors, suivez-moi. Au milieu des ruines du château, le mystérieux moine conta aux enfants captivés l'histoire de Château-Saut. À travers les siècles, la ville a souvent changé de nom. Moi, je préfère Château-Saut. C'est le plus utilisé et celui qu'on aurait dû garder. Tout commence avec les Gaulois. Mais je croyais que c'était les Ligures. Mais les Ligures étaient un peuple gaulois. Ah. Bon, les Romains s'installèrent par la suite et contribuèrent au développement portuaire. Mais vous savez, sur cette période, je n'ai que des bribes d'informations provenant de vieux manuscrits. Au IVe siècle, notre port, Portus Saelis, est en plein essor. C'est l'arrivée du christianisme. Un auteur écrira que la cité est avec Nantes et Angers, une des 3 principales villes de la région. Notre première paroisse est érigée vers 350. En 557, la cité a son évêque. Le duc Austrapus, gouverneur du Poitou, est sacré à Château-Saut. Austrapus est l'exemple même du triple pouvoir, civil, religieux et militaire. 7 ans plus tard, en 564, le duc Austrapus doit repousser l'invasion des Tiphaï, venus des Typhauges. Monseigneur! Oh mon Dieu, Monseigneur! C'est un piège, Monseigneur! Les Tiphaï, ils arrivent! En position! Les Tiphaï piègent Austrapus et son bataillon avant que ceux-ci n'aient pu rejoindre l'armée. Austrapus est mortellement blessé au combat. Il fut notre premier et dernier évêque. 768 est une grande année pour Château-Saut. La cité est séjour royal. Le roi, Pépin le Bref, qui revient de guerre, y retrouve la reine Berthe et le jeune Charlemagne pour y fêter Pâques. Il y reçoit les ambassadeurs d'Almanzor, calife de Bagdad, au moment où le royaume franc est sur le point de devenir l'empire de Charlemagne et où la civilisation arabe atteint son apogée. Ces 2 grandes puissances se donnent rendez-vous à Château-Saut. Le IXe siècle est un siècle de désolation. Château-Saut est dévasté par les Normands. Un auteur écrira que la région fut pendant 100 ans la plus dévastée de toutes les contrées occidentales de la Gaule.
La cité retrouvera son calme quand Alain Barbetorte, premier duc de Bretagne, chassera les Normands. Jusqu'au Xe siècle, Châteauceaux dépend du diocèse de Poitiers. En 942, le comte de Poitiers le donne au duc de Bretagne. Mais 10 ans plus tard, à la mort de ce dernier, sa veuve se marie à Fulquenera d'Anjou. Nous voilà au diable d'Anjou. Fulquenera d'Anjou accorde à Renaud Thorinck, seigneur de Châteauceaux, de reconstruire la citadelle et de rétablir le péage qui devient péage féodal. Sous l'égide de Renaud Thorinck, la cité est devenue plus angevine que nantaise. Néanmoins, la paroisse de Châteauceaux dépend toujours du diocèse de Nantes. On traduit cette période singulière par une expression « Châteauceaux au diable d'Anjou et au bon Dieu de Bretagne ». En 1040, des moines de Marmoutier débarquent à Châteauceaux pour y fonder le prieuré Saint-Jean. Leur venue sera un grand bien pour la cité. Ils ouvriront des écoles à Châteauceaux et dans les paroisses voisines. Ils bâtiront une hôtellerie pour les voyageurs, une aumônerie pour les mendiants et malades, et la léproserie Saint-Lazare, dont il reste quelques traces. Châteauceaux deviendra, après Saint-Florent-le-Vieil, le centre religieux le plus important des Mauges. Pendant tout le XIIe siècle, la cité sera gouvernée par les Crépins, des princes éclairés, généreux et fidèles envers le roi de France, excepté le dernier, le trop fameux pirate de la Loire. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Cette fidélité envers le roi de France nous vaut 2 sièges des Anglais. En 1141, puis en 1172, où ils détruisent la ville pour la seconde fois. Après la guerre, sous l'égide du sage Geoffroy Crépin, de nouvelles constructions sont entreprises, celles que nous voyons encore aujourd'hui. Mais revenons maintenant à notre fameux pirate. Thibaut Crépin est depuis 7 ans seigneur de Châteauceaux. On le surnomme pirate de la Loire à cause des vols qu'il commet. Il n'aime pas le roi de France et est ami des Anglais. Maintes fois il le trahira en livrant les clés de la ville au roi d'Angleterre, Jean sans terre. En 1224, le pirate s'associe à la révolte des barons poitevins contre le roi de France. Il n'y a pas de place ici pour un seigneur de mon rang? Un brigand, vous voulez dire? Bien sûr que non. Un brigand et un pion anglais de surcroît. Eh bien, c'est donc que je suis à ma place ici. Le roi, outré, envoie Pierre Mauclerc pour combattre les rebelles et est chargé de ramener à la raison Thibaut Crépin. Le château chute, quelque temps plus tard, trahi par un moine.
Pourquoi tu les as trahis? Calme-toi, petite. Je paye toujours pour cette trahison. Ça fait 8 siècles que je suis prisonnier de ces lieux. Tu crois pas que j'en suis fatigué? J'ai payé ma dette. J'espère que tu t'en veux. Loin de là. Trahir Crépin nous a permis de nous libérer de ce pirate. Alors en aucun cas je ne regrette. Et un point pour le moine. Je suis un traître. Mais un bon traître. Pendant la seconde moitié du XIIIe siècle, le duc Arthur II fait de longs séjours à Château-Sault. En 1285, son fils Jean III y voit le jour. Celui-ci sera à l'origine de la destruction de la cité. Arthur II confie à sa mort le duché de Bretagne à son fils Jean III. Ce dernier meurt en 1341, sans enfant, quelque temps après son frère Guy. Jean III désigne sa nièce, Jeanne de Penthièvre, femme de Charles de Blois, pour lui succéder. Mais un autre prétendant du deuxième mariage d'Arthur II se fait entendre. Il s'agit de Jean de Montfort. Il convoite le duché, prétextant d'être le seul héritier mâle vivant. Il est soutenu par le roi d'Angleterre, Édouard III. Charles de Blois sera fait prisonnier par les Anglais en 1347. Charles de Blois est en prison. Et Jean de Montfort meurt. Cela ne suffit pas à mettre un terme au conflit. Leurs épouses, Jeanne de Penthièvre et Jeanne la Flamande, continuent la guerre avec acharnement. On l'appellera la guerre des deux Jeannes. La peste noire s'en mêlera, tuant un tiers de la population. Remis en liberté en 1356, Charles de Blois est tué pendant la bataille d'Auray. Son corps sera brûlé à la fin de la bataille par ces hommes, sous les yeux de la population, émus d'assister à cette crémation. Par traité, son fils Jean de Blois est emmené en captivité en Angleterre. Les Blois-Penthièvre sont définitivement battus. Jean IV de Montfort, fils de Jean de Montfort, et Jeanne la Flamande, peut être couronné duc de Bretagne. C'est à partir de cette période qu'apparaît un nouveau personnage décisif dans l'histoire de Château-Sault, Marguerite de Clisson. Elle convoite le duché de Bretagne. Jean IV de Montfort n'a pas d'enfant pour lui succéder. Marguerite de Clisson paiera la rançon de Jean de Blois, toujours prisonnier des Anglais, pour s'unir à lui. Elle espère pouvoir prendre le duché de Bretagne à la mort de celui-ci. Mais le destin en décide autrement. Un an plus tard, naît le fils de Jean IV, Jean V. L'avènement de Jean V à la tête du duché de Bretagne ne change rien. Marguerite de Clisson enrage toujours. Elle va trouver appui auprès de Charles VII, futur roi de France. Sire, j'ai besoin de vous pour reprendre le duché. Capturez Jean V. Je vous enverrai des renforts et le duché sera à vous. Il suffit. Elle imagine un plan avec l'aide de son fils, Olivier de Clisson. Vous m'avez fait demander, mère?
Asseyez-vous, mon fils. Qu'y a-t-il, mère? Je sais comment capturer Jean V. Nous allons l'attirer à Château-Saut pour la Saint-Valentin, sous prétexte de célébrer la paix entre nos deux familles. Et comment comptez-vous procéder? Une embuscade au pont Trubert. Jean V accepte l'invitation. Son cortège prend la route. Le 14 février, sur le pont Trubert, à 5 km de Château-Saut, une embuscade est tendue. Les hommes d'Olivier de Clisson retirent les planches du pont, coupant ainsi Jean V de sa troupe. Il tente de fuir, une poursuite s'engage. Emmenez-le. Jean V est emmené de château en château pour brouiller les pistes. Il est finalement emprisonné à Château-Saut. On dira que Jean V était tellement terrifié qu'il était prêt à offrir son poids en or pour être libéré. Marguerite de Clisson riait de plus belle. Cette trahison scandalise le duché de Bretagne. À Nantes, une armée de 10 000 hommes se lève à l'appel de la duchesse Jeanne. Charles VII n'enverra pas les renforts prévus. Devant un tel déploiement de force, la forteresse ne peut tenir longtemps. Marguerite de Clisson vient au rempart pour cesser les hostilités. Mais elle est obligée de fuir dans ces terres du Limousin. Jean V, tout juste libéré, ordonne de détruire le château jusqu'à Rather et de ne pas reconstruire l'intérieur de l'enceinte. Son acharnement et sa rancœur étaient tels qu'il mettra 12 ans à arriver à ses fins. Anéantir complètement le danger que cette place forte représentait. Depuis, Château-Saut ne joue plus aucun rôle politique. Un épais silence s'est abattu sur les ruines de la cité médiévale. Un bourg modeste s'est construit aux portes de la cité. En 1441, le roi Randé d'Anjou l'annexe à son duché. Nous voilà Angevin. 1474, c'est le roi Louis XI qui se l'approprie. 1558, Château-Saut est vendu au connétable Anne de Montmorency. 1563, la terrible peste qui sévit à Nantes, Angers et la région fait à Drin 200 victimes en 6 mois. Aucun document n'existe sur Château-Saut. On peut cependant se demander si ce n'est pas à cette époque que fut créé, en haut de la coulée des Charniers, le cimetière du Paradis. Le roi Charles IX, âgé de 15 ans, visite la Bretagne. Il est reçu à Château-Saut par le connétable Anne de Montmorency. Il reviendra 5 ans plus tard, toujours en compagnie des membres de sa famille et d'une foule de seigneurs. La ville compte environ 1200 habitants. Le souffle nouveau de la Révolution est accueilli avec ferveur par une population fatiguée du pouvoir absolu. Mais en 1793, le peuple est exaspéré quand il apprend la levée d'une armée de 300 000 hommes pour faire face à l'Europe dressée contre la France. C'est l'enrôlement obligatoire. Le 12 mars 1793,
une échauffourée a lieu à Châteauceaux. Pierron de la Varenne, futur héros de Villiers, se rend maître de la commune et des paroisses voisines. Chétou, maire de Châteauceaux, réunit sur l'autre rive une troupe pour garder le contrôle de la route Nantes-Angers. Ils tiendront conseil à la Bridonnière, hameau de la Varenne, planifiant l'attaque qui se déroulera à Oudon. Nous entrons en guerre de Vendée. Une seconde affaire éclatera à Châteauceaux, fin avril 1793. La cité est défendue par Barbeau, parent de Chétou, soutenu par une poignée de braves. Il tient en échec les troupes républicaines d'Ancenis et d'Angers. Mais devant un tel déploiement de force, ils sont obligés de fuir. Les républicains prennent position, mais se retirent en apprenant la défaite des leurs à Beaupro. Maintenant, je vous emmène au chemin creux. C'est quoi un chemin creux? C'est un endroit où les gens se cachaient pendant les guerres de Vendée. Exactement. Il s'y est passé des choses terribles. Mais l'épisode qui marqua les esprits est le massacre du 17 mai. Perrine Dumas et sa fille sont les seuls rescapés du massacre du Vaubrunais. Entre, ma fille. Parle, mon enfant. Je t'écoute. Près de la fontaine aux roches, il y avait une grotte. Avec une trentaine de personnes du voisinage, on est venu s'y cacher pour échapper aux recherches. Il y avait surtout des enfants et leurs mères. On était tous effrayés. Les enfants se serraient contre leur mère et ils comprenaient, alors ils se taisaient. Mais à un moment, un chien a aboyé. On était perdus, terrifiés. On a essayé de l'attraper, mais on n'a pas réussi. Et peu de temps après, on a vu les baïonnettes et les soldats devant la grotte. Ils ont essayé de nous faire sortir, mais nous, on ne voulait pas. Alors, furieux, ils ont pris des fagots d'épines et ils ont mis le feu qu'ils ont poussé dans la grotte. Les femmes et les enfants criaient d'horreur et de douleur. J'ai pas pu rester ici, à attendre de mourir sans rien faire. Alors, j'ai pris ma fille dans mes bras et j'ai traversé le feu. Les soldats m'ont laissé passer. Quelques instants plus tard, il n'y avait plus aucun cri. Alors j'ai su que je ne la reverrai plus jamais. Ça s'est vraiment passé tout ça? On n'en avait jamais entendu parler. Pourtant, il y a une commémoration. Et c'est dans un chemin creux, comme celui-ci, que les gens essayaient de se cacher pendant cette terrible période. Ça en fait des morts. Malheureusement, oui. Après cette période sombre, la ville recommence à vivre. En 1801, né à Châteauceaux, Étienne Hippolyte Mindron, élève de David d'Angers. Il deviendra sculpteur de talent et sera l'auteur d'œuvres célèbres. La statue de Véleda, au Jardin du Luxembourg, et de nombreuses œuvres exposées dans les musées de Cholet, d'Angers et du Louvre. 1822, les premiers bateaux à vapeur passent au pied de la ville. Ils font escale au cul du moulin. 1830, la marine est à nouveau florissante. Au port de la Patache, on construit hôtels, auberges et maisons de mariniers. 1841, la meunerie prospère. Châteauceaux compte 11 moulins à vent.
Le 17 août 1851, groupés sous les hauteurs du Champalu, les Castrocelsiens regardent passer le premier train à vapeur. La première pierre de la mairie actuelle est posée en 1876, suivie du télégraphe 4 ans plus tard. 1914. La Première Guerre mondiale éclate. Le 64e régiment d'infanterie d'Ancenis cantonne ses compagnies de dépôt à Chantosso. Pendant l'entre-deux-guerres, le bourg de Chantosso se développe et les commerces fleurissent. Les premiers éléments allemands franchissent la Loire à Chantosso le mercredi 14 juin 1940. C'est le dernier. Los. Ausweis bitte. Alles gut. Runter das Gewehr! Les Allemands occuperont la région jusqu'en 1944. Pendant cette période noire, les habitants de Chantosso cacheront des enfants juifs, évitant ainsi leur déportation. 1944, la défaite de l'armée allemande se rapproche. Le 5 août, les Américains sont à Ancenis. Ils longeront la Loire jusqu'à Nantes, faisant escale sur la rive d'Oudon. Alors, Américains, alors, comme
come on, guys. Right, go, go. La région sera entièrement libérée, quelque temps plus tard. Ça y est, enfin. De quoi? Ça y est, j'ai fini. Maintenant, vous connaissez toute l'histoire. Vous allez pouvoir prendre vos affaires et rentrer chez vous. En leur racontant l'histoire de la cité, le moine s'est libéré de sa malédiction. C'est le 11 siècle d'errance touchant à leur fin. Ainsi se finit l'histoire du moine. Mais Chantoso a-t-il révélé tous ses secrets?